Et c'est parti à présent pour la météo des marchés avec Bertrand Lamiel, directeur de Ports en Part Gestion. Bonjour Bertrand Lamiel. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous dans Smart Bourse à la mi-journée. C'est intéressant, on a entendu effectivement il y a quelques instants le comportement des investisseurs via les flux qui tend finalement à alimenter cette idée que si on regarde le CAC 40 par exemple, la performance de l'année est peut-être déjà faite et donc certains investisseurs semblent se dire j'attends un petit peu de voir comment ça évolue avant de me repositionner sur le marché. On avait donc sur le mois de janvier, je crois qu'on est à 9% de performance. Donc oui, on a déjà fait sur un mois quasiment la performance idéale d'une année. Donc voilà. La performance attendue d'un certain nombre de gestionnaires, ouais. Quand on arrive en février, on a les publications. Donc là, ça a été scruté. Et là, le comportement des investisseurs sur les publications, il a été relativement conforme à ce qu'on pouvait en attendre. C'est-à-dire que les sociétés qui étaient plutôt bien orientées dans notre modèle, donc avec des bonnes notes en termes d'accélération, ça s'est plutôt bien passé pour elles. D'accord. Et inversement, celles qui étaient encore en difficulté, généralement, ça s'est sanctionné par des baisses le jour de la publication, et des baisses souvent plus fortes que l'indice qui, si lui-même baissait ce jour-là. Donc globalement, les investisseurs sont restés assez cohérents. Ce qu'on observe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de redistribution des cartes sur le palmarès des secteurs qui sont bien orientés. D'accord. Donc on reste toujours avec le luxe. Bon, ça a pris un petit peu de bénéfices, mais à peine. On sent que tout de suite, il y a des investisseurs qui reviennent. Toute baisse est mise à profit pour revenir sur la thématique. L'industrie qu'on a vu arriver quasiment le plus tôt dans la recovery à partir de septembre confirme, et les résultats sont là pour le confirmer. Vous le citiez tout à l'heure. Là, on a plutôt des publications qui sont très bonnes. C'est assez contre-intuitif parce qu'effectivement, on le voit, l'inflation, le sujet, il est loin d'être derrière nous. On a encore des véritables questions là-dessus. La guerre en Ukraine, c'est pas terminé. Les taux, ils continuent de monter. Donc, en fait, il y a beaucoup de vents contraires qui auraient pu laisser à penser que les publications n'étaient pas bonnes. Mais non seulement les publications sont bonnes, avec des chiffres d'affaires qui sont au rendez-vous, voire qui battent les attentes, des marges qui restent bien, voire supérieures aux attentes. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Et surtout, pour certains, des perspectives sur 2023 qui sont revues à la hausse. Donc, et des résultats qui convainquent les investisseurs. Voilà, parce qu'on voit qu'effectivement, que dès qu'une valeur industrielle publie des résultats optimistes, ça se retraduit directement dans son cours de bourse. Exactement. Et donc tout ça, ça fait un cocktail qui est plutôt bon et qui fait que les industriels ont continué à tirer. Et il y a un autre secteur, c'est un sous-secteur qui continue à se distinguer dans la technologie. Donc la technologie, c'est en berne. Donc en Europe, la technologie, c'est essentiellement des sociétés du service numérique, Capgemini par exemple. Ça reste compliqué. Oui, c'est plus sur ces points bas, mais on s'aperçoit que ça reste compliqué et que les investisseurs, ils boudent un peu les résultats qui, somme toute, sont quand même plutôt pas mal. Bien sûr, si on regarde Worldline ou Capgemini. C'est pas ça qui est mis en avant. C'est le sous-secteur des semi-conducteurs. D'accord. Et d'ailleurs, quand on regarde aux États-Unis, ce qu'on appelle les généraux, c'est-à-dire les Alphabet, Apple, Amazon, Meta, les méga caps de l'indice, elles sont toutes en difficulté. Elles ont certes fait des rallyes, mais elles restent coincées sous des moyennes mobiles 200. Globalement, c'est pas très beau à voir, et c'est ça qui explique que le S&P et le Nasdaq n'arrivent pas véritablement à accrocher la hausse aussi fort qu'on le fait en Europe. Il y en a une qui se distingue là-dedans, c'est Nvidia. On a eu les publications, et ça confirme. Et en Europe, on a eu les publications sur BE Semiconducteurs, on a eu les publications sur Melexis, sur Elmos. Voilà, tous les semi-conducteurs qui sont plutôt axés sur le service aux entreprises, donc plutôt cycliques, versus ceux qui sont sur les ordinateurs et les téléphones, donc plutôt consommation. Donc les semi-cycliques se comportent bien, et c'est le seul segment dans la tech qui a véritablement passé le cut et qui continue, après les publications, à le faire. Vous l'avez mentionné, effectivement, le S&P ou le Nasdaq ont du mal à repartir en ce début d'année. On a même presque l'impression que les marchés européens sont partis sans, quelque part. Oui, clairement. En ce début d'année, est-ce qu'on peut se poser la question d'un redémarrage pour les indices américains, ou c'est trop tôt ? Il y a un tel poids. Les généraux, c'est 42% du S&P, donc du Nasdaq, oui. Donc eux, tant qu'ils sont en panne, on n'aura pas une envolée du Nasdaq. Alors derrière, ça se comporte bien, mais quand on regarde sur le S&P, ce qui marche bien, c'est le S&P 400.
qui marche mieux que le S&P 100. Donc les 100 plus grosses, dont notamment ces fameux généraux, ça cale, alors que le S&P 400 est en pleine forme. Mais pour le coup, c'est des pondérations qui sont plus faibles et qui expliquent que l'indice est en retard. Là, on est pile sur une zone critique. Après une envolée, on est en train de revenir tester. Alors, il y a tout en termes de support. Il y a l'oblique baissière, il y a la moyenne mobile 200, il y a les moyennes mobiles courtes qui se pointent. Enfin, c'est vraiment la zone sur laquelle, logiquement, on devrait pouvoir attendre un rebond. Bon, il faudra surveiller ça. Et pendant ce temps-là, l'Europe caracole. Ça fait un an, jour pour jour, que c'était le début de la guerre en Ukraine. Les indices européens sont au-dessus de leur niveau, précédent, bien sûr. Et ça, c'est assez contre-intuitif. On pouvait se dire, c'est l'Europe qui va être le plus touchée. On a des problématiques d'approvisionnement sur les matières premières, notamment gaz et pétrole. Alors que les États-Unis, eux, sont autosuffisants. Eh bien non, en fait, globalement, ça se passe mieux, notamment du fait de cette composante indicielle. Le luxe est fortement pondéré, notamment dans l'indice français, et c'est ça qui marche bien. L'autre secteur qui marche bien, c'est les banques. Bien et sûr, là, pour le coup, il y en a beaucoup, et c'est des pondérations fortes sur le CAC, mais aussi sur l'Eurostoxx 50, alors qu'aux États-Unis, c'est une petite pondération, les banques. Et donc, globalement, ça explique pourquoi les indices européens vont bien. Et c'est pas grave. Juste, on en profite, c'est une bonne chose. C'est déjà arrivé, ça peut, voilà. Rappelons que la période 2003-2007, voilà, qui était donc on explosait, après l'explosion de la bulle Internet, on a eu un retour de la value en Europe, et l'Europe est quand même plus value que les États-Unis. Bien sûr. Et sur la période 2003-2007, l'Eurostoxx 50 avait fait mieux que le Nasdaq, avait fait mieux que le S&P 500. Donc, là, on a eu certes des dossiers croissance qui sont revenus, mais qui n'ont pas réussi à damer le pion au dossier value. On continue, quand on fait un long short croissance value, il y a toujours un avantage à la value et qui n'est pas remis en cause. Il n'y a même pas de doute à ce sujet-là. Donc ça continue comme ça et ça explique que l'Europe est bien positionnée et a priori devrait continuer. Donc profitons-en plutôt que de se demander si c'est une parenthèse ou un début de dynamique. Profitons du moment présent quelque part sur les marchés européens. Ce d'autant plus que de toute façon, pour un investisseur européen qui sort de la zone euro pour aller acheter des Nordiques, des États-Unis ou de l'Asie, il a le change contre lui. Donc il faut quand même sélectionner des dossiers quand on sort de l'Europe qui marchent véritablement bien parce que le change est contre l'investisseur européen. Et ça, c'est la grande donne qui a changé à peu près au moment où les indices se sont retournés. C'est que jusqu'à présent, on avait intérêt en tant qu'investisseur européen à aller acheter des valeurs à l'étranger parce qu'on avait la dynamique de la valeur et la dynamique du change. Là, c'est plus le cas du tout. Donc il faut être plus spécifique. Et je ne serais pas étonné que prochainement, on voit revenir des investisseurs nord-américains sur l'Europe, parce que pour le coup, il y a une meilleure dynamique, et en plus, pour eux, ils ont la dynamique du change. Donc ça, peut-être, on verra bien. Et vous signaliez aussi la dynamique sur les mid et les small cap. Bien sûr. Ouais. Oui, c'est logique, et ça fait depuis 2018 qu'on l'attend, puisque 2018, la fin de l'année avait été catastrophique, et du coup, derrière, on s'est fait 2019-2020, où les indices n'arrivaient pas. Normalement, une année comme 2021, qui était une grande année boursière, avec des indices big cap qui ont progressé de 20 à 25%, on aurait dû voir les indices mid et small cap progresser de l'ordre de 30 à 35%. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Donc ils ont fait, c'était honnête, je veux dire, mais ils étaient dans la plaque à peu près. Et là, pareil, cette année, ils n'arrivent pas véritablement encore à se distinguer. Oui, c'est comme s'ils avaient été oubliés finalement du marché quelque part, comme si ça se jouait qu'avec les big, avec les grandes capitalisations. Dans les allocations, c'est clair que c'est au plus bas, et ça fait 3 ans que c'est au plus bas. Donc sur le principe, il y a de la place pour que les investisseurs puissent revenir. Ce d'autant plus qu'en termes de croissance des bénéfices et en termes de ratio de valorisation, on a plus de croissance de bénéfices sur le segment mid et small que sur les grandes. Et on a des ratios de valorisation qui sont beaucoup plus attractifs sur les mid et sur les small que sur les grandes capitalisations. Donc sur le principe, tout est ouvert pour que ça puisse revenir. Pour l'instant, on voit que ça a un peu du mal. Il faut probablement que on ait une volatilité qui se calme et que des investisseurs, au bout d'un moment, considérant que sur certaines zones, on commence à être sur des niveaux de valorisation qui sont, on n'est pas tendu, loin s'en faut, mais globalement qui sont revenus dans la plaque, et qu'il y a un call value à faire sur les mid et les small. Mais ça, il faut peut-être plus de temps, plus d'appétit pour le risque qui, pour l'instant, on voit bien, vous l'illustriez, la collecte en février qui s'arrête. Je pense que il y a quand même des questions qui se posent encore. Donc un potentiel de rattrapage sur les modesmiles en Europe, pour le coup.
Oui, et aux États-Unis, ça marche bien aussi. D'accord. Les États-Unis, ça marche bien aussi. Hein. Le Russell 2000 marche plutôt pas mal. Donc on voit là qu'il y a une dynamique, mais pareil, je n'ai pas les chiffres de collègues sur les États-Unis. Oui, mais en tous les cas, sur les indices, on voit que ça se porte mieux sur les mid et les small aux États-Unis. Un point qu'on n'a pas évoqué, Bertrand Lamiel, c'est les taux aux États-Unis, cette fameuse courbe de taux, ces taux longs qui sont orientés à la hausse aux États-Unis. Taux courts aussi, d'ailleurs. États-Unis, Europe, c'est orienté à la hausse. Il y a le sujet de l'inversion de la courbe des taux, qui fait écrire et dire pas mal de choses sur la récession qui arrive ou autre. Donc oui, on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour l'instant, on voit que ça profite bien en Europe sur le secteur financier, notamment sur les banques. Et là, pour le coup, on a des actifs qui sont pas du tout, en termes de valorisation, il y a encore de la place. On est à peine revenu sur les moyennes historiques, donc on n'est pas du tout dans l'excès, sachant que les résultats étaient bons. Ils ont la capacité, les banques ont la capacité, comme les assurances d'ailleurs, la BCE globalement a donné le feu vert pour pouvoir redistribuer du dividende et faire des rachats d'actions. Donc là, on a à peu près tous les moteurs allumés qui expliquent que ça se comporte bien et qu'a priori, ça devrait continuer. Si on regarde la volatilité, vous l'avez mentionné rapidement, vous expliquez que pour que les small et mid repartent, il faudrait un petit peu moins de volatilité. On constate beaucoup de volatilité sur les marchés à l'heure actuelle depuis le début de l'année. Alors ça se calme. Là, sur les 15 derniers jours, il y a eu un regain de volatilité. Le marché a commencé à tanguer un petit peu. Ça recule aux États-Unis, ça hésite un peu en Europe. Bon, globalement, ça reste pas des gros niveaux de volatilité. Donc logiquement, ça va dans le bon sens. Donc c'est un indice qu'on scrute. Si on regarde un petit peu les secteurs, alors aux États-Unis, effectivement, on a beaucoup parlé des technologies, effectivement, ou du S&P 100 et du S&P 400. Est-ce qu'il y a des points particuliers encore à évoquer sur le cas d'investissement aux États-Unis ? Alors, on avait l'énergie qui se comportait très bien aux États-Unis et là, on voit que ça commence à diverger. C'est-à-dire que globalement, on avait à peu près toutes les grandes pétrolières et les parapétrolières qui étaient bien orientées. Là, on voit que ça commence à diverger. Donc, c'était un secteur leader qui n'est pas très fortement pondéré aux États-Unis. Bon. Là, à voir. Est-ce qu'on est juste dans un phénomène de pause après un beau rallye ? Ça avait très bien marché en 2022 et ça a continué sur sa lancée globalement en début 2023. Voilà. Est-ce qu'il y a une pause qui est en train de se faire ? Ça va être à scruter. Ça, c'est l'élément qui a changé dernièrement aux États-Unis. Et alors, on finit avec l'Europe. Alors, pareil, on a effectivement beaucoup évoqué les small et mid cap. On a parlé de ces valeurs industrielles, de ces bancaires qui sont portés par le contexte actuel. Si on regarde peut-être un secteur dont on a beaucoup parlé, notamment en Chine, mais si on le regarde en Europe, tout ce qui est voyage, loisirs, tourisme, est-ce que ce sont des secteurs qui se portent bien sur les marchés financiers européens ? Alors ça, c'est un petit secteur, donc du coup, il est assez peu regardé, assez peu commenté. Pour autant, ouais, on voit que ça commence à s'améliorer et là, on comprend bien que la réouverture de la Chine, c'est assez puissant. La réouverture de la Chine, ça ramène via les flux de commerce que ça génère 0,5 points de PIB en plus sur la Chine. D'accord. C'est loin d'être neutre. Et donc on voit que globalement, et ça fait écho un peu au secteur aéro qui était parti, qui s'est bien comporté dernièrement, qui tire et qui reconnaît des points hauts. On le voit sur des dossiers de catering, globalement tous ceux qui sont dans la sphère voyage et loisirs, ça commence à s'améliorer. On a eu les résultats d'Airbnb, donc avec pour la première fois une société qui repasse en positif en termes de résultats. Donc on voit que c'est en train de se réouvrir. Alors c'est un secteur qui est assez volatile, ce d'autant plus qu'on est dans une espèce de sortie d'ornière, donc c'est toujours des moments où personne n'est d'accord, donc on peut se faire chahuter un petit peu. Pour autant, il nous semble qu'il y a des dossiers à les traiter de ce point de vue-là. Certains sont déjà partis depuis un moment, par exemple Do&Co, société qui fait du catering, donc qui apporte la nourriture notamment dans les avions et qui s'occupe d'événements type les prix de Formule 1.
Ça se passe très bien pour eux. Là, on est sur une société qui va connaître 20-25% de croissance, en fait, qui récolte les fruits des investissements qu'elle avait fait pendant le Covid, quand tout le monde ne faisait plus rien. Eux, ils ont continué à investir et là, ils récoltent les fruits. Et puis, on a des cas value. Je citerai par exemple Lufthansa. Et on finira là-dessus. Ouais. Lufthansa qui aujourd'hui retrouve ses résultats de 2019 et chiffre d'affaires résultats de 2019, mais qui se paye la moitié de ce qu'elle valait en 2019. Donc, il semble bien qu'il y a quand même des choses à faire dans ce secteur-là. Merci beaucoup Bertrand Lamiel. Je rappelle que vous êtes directeur de Ports en Part Gestion. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h sur Bismart.